Bonjour. Bon retour parmi nous. Bon retour dans la jungle. Et toujours avec du moitié glacé, c'est toujours aussi particulier. Je ne suis pas sûr de tolérer et d'apprécier. Je n'ai par ailleurs aucune idée de comment est-ce que c'est censé se boire. Je joue un rôle, je fais semblant. Bon, j'en profite d'être dans mon ancien décor pour vous raconter des choses, parce que j'ai plein de choses à vous dire, parce que Nicolas Sarkozy, on lui a enfin mis un bracelet électronique. Voilà, Nicolas Sarkozy, bon voilà, c'est que dans ma jeunesse, c'était le mec qui était censé être un peu dur, soit la racaille, on va vous en débarrasser et tout. Voilà, il faut plus de prison, voilà, on va mettre tout le monde en prison, allez hop, les délinquants et tout. Et finalement, quand lui il se retrouve condamné, bon, ben il est bien content qu'il y ait des aménagements de peine, qu'on puisse dire, oui, bon, ok, voilà, tu restes dans ta villa avec ton bracelet électronique et tout ira bien. Donc, j'ose une généralisation, je pense que les gens de droite sont durs avec les autres, mais ils sont quand même très doux avec eux-mêmes. Hein, voilà, c'est que les peines de prison incompressibles et tout, c'est toujours pour les autres, mais c'est jamais pour eux. Et ça m'a fait penser à une vidéo de Geoffroy de Laganerie que j'ai glanée sur TikTok, sur le réseau des enfers, où il expliquait que Anatomie d'une chute était un grand film abolitionniste. Abolition pas de l'esclavage, mais de la prison. Donc vous vous souvenez d'Anatomie d'une chute, donc le film qui a eu la Palme d'Or en 2023, si je ne m'abuse, de Justine Triet, dans lequel en fait une femme est accusée d'avoir tué son mari, mais en fait on sait jamais vraiment si c'est elle, et le film se termine et on sait pas si c'est elle, et Geoffroy de Laganerie dit ça. Bon, moi je pense que Anatomie d'une chute est un grand film abolitionniste, et je pense même que l'un des explications du succès du film, c'est qu'il nous permet de faire une expérience morale qui est de comprendre une mort sans avoir d'affect de répression ou de punition. Et je pense qu'à la fin du film, personne ne veut que le personnage joué par Sandra Hüller soit condamné et aille en prison, même si jamais c'est elle qui a poussé son mari à travers la fenêtre, parce qu'on a compris à travers le film, en fait, que le déterminant de la mort de cet homme ne se situe pas dans une action individuelle qu'elle aurait produite, mais dans la situation du couple. Alors, je ne suis pas le plus grand fan de Geoffroy de Laganerie, parfois je trouve qu'il raconte de vraies dingueries, mais là, je trouve que c'est plutôt pertinent. Le spectateur, en regardant Anatomie d'une chute, ne se dit pas « Oh mon Dieu, il faut qu'elle soit condamnée », et on comprend bien que ça soit elle le meurtrier, que lui se soit suicidé, ou que ça soit un accident, c'est tout le climat dans ce chalet qui a créé la situation menant à la mort de cet homme. Encore une fois, que ce soit un suicide, un meurtre ou un accident. Et finalement, tu sors du film en disant pas, oui, mon Dieu, il faut condamner cette femme, il faut un coupable, voilà, hop, au pire, on la tue au cas où. Oui, parce que voilà, maintenant, nouveau les droits tardés, ils sont nouveaux pour la peine de mort. Bon, ils ont jamais arrêté, hein. Mais là, ils sont là, dès qu'il y a un enfant mort, ils sont là, oui, il faut tuer les tueurs d'enfants et tout. Alors, petit indice, si votre réflexion sur un sujet pourrait être dans un micro-trottoir de Vincent Lapierre, ce n'est pas une vraie réflexion, d'accord? C'est juste une émotion brute, voilà, c'est pas votre cerveau qui parle. Il s'agirait de rationaliser, hein, voilà. Vous n'aimeriez pas être en proie à vos émotions. Bah non, pas vous. Et en fait, je fais cette vidéo parce que, moi, ce que dit Geoffroy de Laganerie, ça m'a pas mal marqué parce que c'est vrai que, en fait, c'est un truc que j'aime en fiction, c'est lorsque dans un film, dans un livre, en fait, on va se permettre de présenter des personnages dont on peut douter ou non, on peut en avoir la pleine certitude qu'ils ont fait quelque chose, et pourtant, on n'attend pas de condamnation. On n'a pas envie qu'ils soient condamnés, et ceci même si l'acte semble totalement, on va dire, gratuit, disproportionné. Oui, je vais parler de film. En fait, je dis ça parce que j'ai enfin vu Miséricorde d'Alain Guiraudy qui est sorti en VOD. C'est très bien, voilà, c'est très bien. Voilà, je m'en doutais. Je m'en doutais que c'était très bien. Mais certaines personnes ont refusé de me permettre de le voir. Malgré les conditions précaires dans lesquelles je vis. Voilà. Mohamed, il est par là-bas. C'est compliqué de voir des films. Donc vous le savez, Alain Guiraudy, j'adore Alain Guiraudy, j'aime tous les films d'Alain Guiraudy, il me déçoit jamais. Pour moi, c'est l'un des meilleurs réalisateurs français actuels. Et donc dans Miséricorde, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça raconte l'histoire d'un mec qui retourne dans un village où il a travaillé il y a quelques années, parce que son premier patron est mort et du coup il a envie d'aller à son enterrement. Il rencontre des amis d'enfance, il retrouve des amis qu'il avait à l'époque, qui l'accueillent parfois un peu bizarrement, pas forcément de la manière la plus chaleureuse qui soit, on sent qu'il y a un petit problème. Et vu qu'on est chez Alain Guiraudy, lui il te transforme n'importe quel village du sud de la France en zone de recherche Grindr. Hein, voilà, tout le monde est homosexuel ou homosexuel refoulé. Et donc en fait on se retrouve avec tout un tas de personnages masculins et on ne sait jamais s'ils veulent coucher ensemble, s'ils ont couché ensemble, voilà, c'est très intéressant.
Donc il y a une tension qui naît entre les personnages, je sais pas, à un moment donné, vous savez, ils jouent à se pousser et tout, là j'en joue un peu à la bagarre et tout, et quand tu joues un peu à la bagarre, et tu vois qu'il y a une sorte de tension sexuelle, de jalousie, t'es jaloux d'après machin et tout, viens je te pousse un peu, viens je te tripote, bon, voilà, des choses que nous, les gens civilisés ne faisons pas, bien évidemment. Et il se trouve, je vous donne pas le contexte, mais c'est juste pour avoir l'idée, que voilà, à un moment donné, le héros va buter un de ses potes d'enfance. Mais il va le buter de manière gratuite, quoi. Ils sont en train de se battre et tout. Il aurait pu, voilà, il a gagné. Il aurait pu juste partir. Bon, voilà. Non, il décide de prendre un rocher, bam, de lui éclater la tête. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Voilà, on a tous des pulsions. Bon bah voilà. Qui sommes-nous pour juger? Donc en fait, on a un film où on a un cas. Voilà, c'est un mec. On sait qu'il est coupable, contrairement à Anatomie d'une chute, où on ne sait pas s'il est vraiment coupable ou pas. L'acte, il est gratuit, il est totalement disproportionné. Parce qu'en fait, le héros avait plein d'autres solutions, il pouvait partir. Voilà, à aucun moment, il n'était obligé de faire ça. Lui-même, il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il l'a fait. D'ailleurs, le héros dans le film, on comprend pas vraiment ses motivations, pourquoi il reste dans ce village à créer des embrouilles et tout avec tout le monde. Et pourtant, ce héros, on n'a pas envie qu'il soit pris. On n'a pas envie que les gendarmes l'attrapent, on n'a pas envie qu'il aille en prison. On a envie... Il y a un prêtre qui le dit à un moment donné dans le film, en fait que juste il puisse vivre avec ce problème sur la conscience et que juste ce problème s'atténue et qu'il puisse continuer à vivre parce qu'on n'estime pas qu'il est quelqu'un de dangereux, qu'il est quelqu'un qui a besoin d'être arrêté par la société, sinon il va recommencer. La vérité, je n'ai pas envie de le dénoncer. Pourquoi? Emprisonner l'assassin ne ramènera pas Vincent à la vie. De plus, je pense que l'emprisonnement est pire que la mort. Mais vous vous rendez compte? Si on pouvait tuer sans risquer la moindre punition. Je ne crois pas qu'il soit un assassin en puissance. Quand on est tué, on est un assassin. Ce n'est pas dans sa nature, je veux dire. Je ne pense pas qu'il soit un danger pour la société. Vous ne pourrez pas toujours vivre avec ce secret. Oh si. Il y a forcément un moment où ça deviendra insupportable. Vous croyez vraiment à l'utilité de punir les assassins ? Et c'est quelque chose que je trouve intéressant en fiction. C'est de réussir à prendre ce genre de personnage qui, dans la vraie vie, si tu vois un fait divers où t'as un mec comme ça, il vient, il bute un de ses amis d'enfance avec une pierre, tu dis, mais attends, voilà, t'es un peu de droite, tu vois, tu dis, mais peine de mort, on le prend, on le fusille, on le bute. Alors que si t'es de gauche, tu dirais, on le bute, mais on envoie la facture de la balle à sa famille. Ah bah oui, nous, voilà, c'est le communisme ici, on partage. Et je pense que vous êtes tombé plusieurs fois sur des études, je sais pas du tout ce qu'elles valent, mais qui disent que si vous lisez de la fiction, attention, pas si vous lisez Wittgenstein, vous devenez plus intelligent. C'est très bien Wittgenstein, le seul auteur qui a changé ma vie, avec Jean Racine. Mais c'est que le fait de lire de la fiction, ça vous permet de vous mettre à la place de personnages, d'éprouver une certaine empathie vis-à-vis de personnages, qu'en fait dans la vraie vie, vous rejetteriez directement. Vous diriez, non, je m'en fiche de savoir pourquoi est-ce qu'il a tué son ami, en fait ça m'intéresse pas. C'est un acte inexplicable, il faut qu'il soit condamné, il est dangereux, etc. Alors bien évidemment, c'est pas la seule qualité du film Miséricorde. Le film Miséricorde a plein d'autres qualités. Il est plutôt drôle, plutôt cocasse. Il interroge la culpabilité. Il y a une scène absolument hallucinante avec un curry tout nu. Donc maintenant qu'il est sorti en VOD, voyez Miséricorde. C'est comme moi, vous l'avez raté au cinéma. Et c'est pour ça que je suis toujours un peu gêné lorsqu'il y a des militants qui viennent te dire « Oui, mais non, mais faut pas lire ça, c'est problématique. Ah non, mais là, vous vous rendez compte, il y a un personnage, il fait ça et tout, etc. C'est honteux et tout. » Parce qu'en fait, c'est la force de la fiction, c'est de te mettre en relation avec des personnages que, dans la vraie vie, tu mépriserais. Et c'est comprendre, ou au moins essayer de comprendre, des gens avec qui, parfois, t'as pas grand-chose en commun. Je vais prendre un autre exemple. Il y a Le Ravissement avec Afsia Herzi, dont j'ai déjà pu parler, qui est pour moi un super film, un chef-d'œuvre, où en fait on suit une sage-femme qui va en fait kidnapper un enfant. Voilà, d'où le titre, Le Ravissement. Voilà, je vous la fais court. Et pareil, tu lis ça dans la presse, tu te dis mais mon Dieu, mais c'est honteux en fait. C'est honteux, la peine de mort et tout. Comment est-ce que tu oses kidnapper un enfant? Ça ne va pas. Bon, le film bien évidemment te dit pas oh c'est top, kidnapper des enfants c'est super. Mais le film te met à la place de cette personne, te permet de, si ce n'est pas forcément de comprendre le geste, mais de voir comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Et de gagner un peu en tolérance. À la fin du film, le fait qu'elle soit punie n'est en rien un soulagement. Tu te dis pas, cette femme, il faut qu'elle soit punie pour ce qu'elle a fait. Et en fait, quand tu te mets dans cette perspective-là, tu comprends bien que, en fait, la punition n'est pas la solution.
Le fait de punir comme ça, voilà, de devenir de manière arbitraire et de dire oui voilà toi on va t'enfermer, t'as fait un truc qui est très grave et tout. Si tu connais la personne, même si tu ne la comprends pas nécessairement, bah tu dis oui mais en fait tu vois bien que ce n'est pas la solution idéale. Et qu'en fait toute décision comme ça qui serait des décisions judiciaires qui seraient brutales, tu dis vas-y viens on l'enferme, on le tue ou je sais pas quoi, en fait bah, ça paraît juste totalement disproportionné. Tu vois bien que c'est pas ça dont le personnage d'Afsia Herzi a besoin dans le film. Et je trouve ça intéressant. Pour rester dans la maltraitance d'enfants, le meurtre d'enfants, il y a le film Saint-Omer également, où en fait on a une femme qui va s'intéresser au procès d'une autre femme qui a tué son enfant. Comment est-ce qu'elle en est arrivée là, etc. Et c'est là où en fait ce genre de film dérange un peu, peut mettre les droits tardés, ils sont un peu trucs, parce qu'en fait, ça les met face à leurs propres contradictions. Ou plutôt ça leur fait ressentir des choses qu'ils n'ont pas envie de ressentir. Mais c'est justement ça le but de l'art, c'est de ressentir des choses que t'as pas envie de ressentir de la compréhension, de ressentir de l'empathie pour un tueur d'enfants. Oh, bah là ça devient tout de suite, tu vois, là on est sur quelque chose de très viscéral. Là, rien que le fait que je dise ça, je pense que vous, derrière votre petit écran, voilà, il y en a certains, ils se sentent plus, hein, ils sont en train de tapoter des commentaires. Des commentaires qu'ils regretteront car ils ne feront que montrer l'étendue de leurs bêtises. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que ça marche pour tout. Parce que même quelqu'un de droite, comme Clint Eastwood qui a soutenu Trump et tout, hein, quand il fait Juré numéro 2, son dernier film, bon, j'espère qu'il arrivera à en faire un autre après, mais bon, voilà, je crois que, je sais pas si c'est officiel ou pas qu'il a dit que c'était son dernier qu'il arrêtait là. En tout cas, dans Juré numéro 2, donc c'est un vrai faux remake du 7e Juré, avec un peu de 12 hommes en colère et un peu plein de trucs, tout en arrivant à s'éloigner assez de ses modèles pour être vraiment quelque chose d'original. On suit un mec qui est juré pour un crime qu'il a commis. Donc forcément, il y a tout le truc sur la culpabilité. Oh mon Dieu, est-ce que je dois me dénoncer? Comment est-ce que je vais faire pour continuer à vivre et tout, etc. Et il peut pas non plus laisser un innocent être condamné à sa place. Sauf que si jamais tu veux essayer de disculper le mec qui est en prison, là, maintenant, ben forcément, il va falloir trouver un nouveau coupable. C'est-à-dire que tu risques d'attirer les regards vers toi. Et donc le mec, au départ, il est juré pour un truc, il ne sait pas que c'est lui qui a commis le crime. En gros, c'est une fille qui se fait renverser en voiture avec un délit de fuite. Et donc tout le truc, c'est que le héros qui est joué par Nicolas Hoult, donc en fait c'est lui qui a écrasé la fille, qui a tapé la fille, et qui a fait un délit de fuite, sauf qu'en fait il s'en était pas rendu compte parce qu'il pensait avoir tapé un cerf ce soir-là. Et donc au fur et à mesure du procès, en fait il se rend compte qu'en fait c'est peut-être vraiment lui qui l'a tué. Et il sent que plus il arrive à disculper le mec qui est incriminé, plus les regards se retournent vers lui. Mais toi, spectateur, est-ce que tu as envie que Nicolas Hoult soit emmerdé, que la justice aille après lui? Le mec, en fait, il a rien fait. En fait, en gros, il a rien fait. Bon, s'il a écrasé quelqu'un, c'est pas bien. Faut pas le faire. Voilà, ne faites pas ça à la maison. Mais je veux dire, c'est la nuit, il pleut, il y a aucune visibilité, il écrase une personne, il l'a pas fait exprès et il est parti, mais il n'est pas parti. Voilà, il a pas fait un délit de fuite parce que oh mon Dieu, j'ai écrasé quelqu'un, il faut que je m'enfuis. C'est parce qu'en fait, il s'est dit ouais, c'est un animal, on s'en fout quoi. Et en plus, Nicolas Hoult a un problème dans le film, c'est qu'en fait c'est un ancien alcoolique, il était dans un bar avec un verre d'alcool, même s'il dit ne pas l'avoir touché, personne va croire qu'il n'avait pas bu. Donc en plus il y a des circonstances aggravantes. Et c'est intéressant comment toi, spectateur, tu te positionnes par rapport à ça. Toi, t'as pas envie que ce mec-là soit condamné. Tu vois bien qu'en fait ça a l'air d'être un bon gars qui essaie de tout faire pour partir bien dans la vie et qu'il y a cet événement, voilà, qui en fait c'est juste des choses qui arrivent. C'est un accident. C'est un concours de circonstances. Si la fille s'était pas fâchée avec son mec ce soir-là, eh ben, elle aurait pas pris la route toute seule. Si Nicolas Hoult, eh ben, il se sentait pas un peu déprimé, il serait pas été tenté d'aller dans un bar pour picoler, même s'il dit ne pas l'avoir fait. Et en fait, on se rend bien compte qu'en fait, les jugements hâtifs qu'on peut avoir sur les gens, eh ben, en fait, sont finalement un peu faux. Et finalement, tu comprends ce mec qui a envie de tout faire pour réussir sa vie. Et c'est pour ça que la fin du film est plutôt décriée, c'est est-ce qu'on a vraiment envie que la justice, est-ce que c'est satisfaisant que la justice, une fois que l'autre mec a été innocenté, qu'il n'y aura pas d'innocent en prison, parce que voilà, c'est un vrai problème aussi, est-ce que c'est vraiment satisfaisant de savoir qu'en fait, voilà, peut-être il sera condamné, peut-être qu'il ira en prison pour toute la vie, hein, voilà, c'est important. Est-ce que ce mec mérite ça? Moi je trouve que c'est une question intéressante, et je trouve ça très bien que Clint Eastwood, que personne ne va accuser d'être un sale gauchiste, se pose la question. Là, c'est même pas comme dans Anatomie d'une chute où il y avait un doute. Voilà, est-ce qu'elle l'a tué, l'a pas tué et tout. Non, là, c'est le mec, il est coupable, on sait qu'il est coupable, et comme dans Miséricorde, on se dit, en fait, oui, mais j'ai pas envie qu'il aille en prison. Dans Miséricorde, il le fait exprès. On n'a pas envie qu'il aille en prison. Là, c'est un accident, mais on n'a pas envie qu'il aille en prison non plus. La prison n'est pas une solution satisfaisante. Et pour reprendre l'exemple un peu d'Anatomie d'une chute, d'un autre film que j'aime beaucoup, qui s'appelle La fille au bracelet. Je crois qu'il est remake d'un film argentin, que j'ai pas vu.
C'est un film qui est réalisé par Demoustier, je crois que je sais plus son prénom, c'est Stéphane, c'est le frère d'Anaïs Desmoustiers, avec Anaïs Desmoustiers. Dans sans doute le seul rôle où elle est pas bien en fait. Enfin, c'est pas qu'elle est pas bien, mais c'est de jouer une procureure comme ça hyper incisive et tout. Et puis en fait, bon bah voilà. C'est, vous savez que je ne crois pas au contre-emploi et j'ai pas l'habitude de voir Anaïs Desmoustiers comme ça, donc j'ai un peu du mal à y croire. Mais le film est très bien. En fait, c'est deux filles, deux meilleures amies et il y en a une des deux qui s'est fait tuer. Voilà. Et donc, forcément, vu que les deux amies étaient ensemble le soir du meurtre, tout porte à croire que c'est sa meilleure amie qui l'a tuée. Évidemment, on ne saura pas si elle l'a réellement tuée ou non, voilà. Et forcément, c'est un peu comme dans La vérité de Clouseau, c'est-à-dire qu'on va plus, plutôt que regarder les faits pour savoir si c'est des faits tangibles qui prouvent que c'est elle qui l'a tuée, plus regarder ses mœurs, se dire oui, mais en fait, regardez, on a trouvé des fluides sur elle, on a trouvé votre salive et tout. Fait oui, on a couché ensemble et tout. Quoi? Mais en fait, vous êtes une catin dégénérée et tout. Mais, en fait, nous, spectateurs, on n'a aucune idée de qui peut avoir tué cette fille. On n'a même aucune autre piste de qui aurait pu avoir tué cette fille, parce que dans Anatomie d'une chute, ça aurait pu être, bon voilà, il est tombé, soit il était bourré, soit il s'est suicidé, il peut y avoir plein de trucs. Mais là, dans La fille au bracelet, il n'y a pas d'autre explication tangible que, en fait, l'autre l'a buté, quoi. Pour un motif qu'on ne comprendra jamais, qu'on ne saura jamais. Il n'y a pas d'autre motif, et pourtant, en fait, t'as pas envie qu'elle soit condamnée. Tu te dis, mais en fait, bon, déjà, t'as pas envie parce que le système judiciaire, en fait, se retrouve être une sorte d'inquisition sur les mœurs. Ah oui, quand même, vous êtes un peu frivole, hein, vous êtes un peu, voilà. C'est honteux d'être frivole. Mais surtout parce que c'est une gosse, en fait. Je sais plus quel âge elle a dans le film, elle a 16, 17 ans. Est-ce qu'elle mérite d'aller en prison? Est-ce que c'est une résolution satisfaisante d'aller en prison pour ce personnage? Bah non, en fait. Et pourtant, le personnage, il est plutôt antipathique dans le film. C'est pas quelqu'un qui est super joyeux, super ouvert et tout, etc. Parce que dans Anatomie d'une chute, on finit quand même par se prendre un peu d'empathie pour le personnage de Sandra Hüller, on l'aime bien, etc. Mais là, dans La fille au bracelet, la fille, elle est plutôt fermée, elle est en prison, forcément, elle est pas très sympa et tout. Donc même, en fait, un personnage totalement antipathique, en fait, le fait qu'ils soient emprisonnés pour un meurtre d'enfant, enfin d'une autre adolescente, c'est pas une solution qui s'y semble pleinement satisfaisante. Et j'ai très rapidement l'envie d'évoquer un dernier film. Ce dernier film, c'est Maman déchire, donc c'est la suite de Pauline Sarrage dont j'avais parlé cet été dans ma vidéo sur les films documentaires. Et vu que les distributeurs du film ont vu que j'avais adoré ce film-là, ils sont venus et m'ont dit vas-y, regarde le film. Donc je l'ai vu. J'ai adoré, c'était tellement bien. Donc, pour vous remettre en tête, Pauline Sarrach, c'était Émilie Brisawan, la réalisatrice, qui faisait un film sur sa demi-sœur, et là, elle fait un film sur sa mère, sur le même dispositif, elle filme un peu tout ce qu'elle a, elle fait des images, il y a vraiment de la mise en scène, il y a vraiment du montage, il y a vraiment du propos, et en fait, elle va montrer la relation abusive qu'elle avait avec sa mère, ou plutôt comment sa mère, en fait, était vraiment, parfois, ignoble avec elle. Parce qu'en fait, c'est le genre de choses où on se dit, en fait, voilà, une mère abusive, une mère qui est, maltraitante envers son enfant, c'est pareil, il faut la mettre en prison et tout, etc. Parce que ça peut traumatiser des enfants sur des générations. Et en fait, là, on voit donc Émilie Brisawan qui essaie de reconnecter un peu avec sa mère, de parler en fait des souffrances qu'elle a vécues lorsqu'elle était jeune avec sa mère. Parce qu'en fait, aujourd'hui encore, elle vit pas forcément très bien ce qui s'est passé durant son enfance. Comment est-ce que sa mère, on va dire, lui a l'a traité, l'a oublié, l'a quasiment abandonné. Et en réalité, c'est un film que je trouve extrêmement touchant parce qu'en fait, plutôt que de vouloir punir, il va chercher à venir réparer. Il n'est pas question ici de venir punir une maman qui a maltraité son enfant, qui a traumatisé son enfant par son comportement. Il est question de venir réparer. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que cette relation s'améliore et surtout comment est-ce qu'on peut faire pour que nous, qui ayons été victimes, puissions continuer à avancer dans la vie. Enfin, je dis nous, ça me concerne pas. Mais voilà, je me suis senti impliqué dans ce film. Alors la réalisatrice ne se faisait pas frapper, cogner par sa maman ou ce genre de choses. C'était plus des violences psychologiques. Je vous donne un truc qui m'a vraiment marqué. D'ailleurs, ça m'a tellement marqué que j'ai éclaté de rire parce que c'est d'une violence. Je n'aurais pas pu croire que... Enfin si, je peux le croire, évidemment que si, je peux le croire. Mais voilà, c'est une fille, elle a 10 ans, elle va voir sa maman, elle fait je veux des créoles, vous savez, les boucles d'oreilles, là, les grosses boucles d'oreilles. Et puis sa maman, elle fait c'est un truc de pute. Bon, jusque là, tu dis c'est un peu déplacé. Mais ok, je peux croire qu'une maman dise ça à son enfant. Ouais, non, mais t'habilles pas comme ça, c'est un truc de pute. Ok. Et la maman, elle fait donc ouais, c'est un truc de pute. Ça m'étonne pas que ça te plaise. Chaud. Vous comprenez bien que la vie ne devait pas être facile tous les jours. C'est un film qui est vraiment plein de tendresse où en fait elle avec son frère vont essayer de guérir, de se réparer. Et ce qui est très très drôle dans le film, c'est que Émilie Brisawan fait tout ce que je déteste, c'est-à-dire elle va voir tous les charlatans possibles et imaginables pour se reconnecter avec son enfant intérieur et tout. Et puis elle en tourne des scènes limite parodiques avec des ailes miniatures qui font son enfant intérieur avec des petits effets spéciaux rigolos.
pour essayer de se reconnecter, on voit que ça marche pas, et finalement, en fait, c'est son frère qui va voir un psy tout à fait conventionnel qui arrive en fait à progresser, à arriver à avancer dans la vie malgré les maltraitances subies par sa mère, que sa mère lui a fait subir plutôt. Et donc la mère, non seulement tu veux pas la punir, mais surtout tu comprends que, en fait, elle a elle-même été victime plutôt de maltraitance, d'abandon de la part de sa propre mère lorsqu'elle était jeune. Et c'est intéressant. On voit la mère qui reproduit le schéma qu'elle a elle-même vécu. Alors ça n'excuse rien, mais ça explique un peu. Et tout le truc est donc de réussir après à ne pas passer ce traumatisme à ton enfant, à toi. Et c'est tout le truc qu'essaye de faire Émilie Brisawan, c'est de pas passer ce traumatisme à son propre enfant. Il a pas besoin de ça, le pauvre. Ah ouais, les vestiges de mes études d'art. Ouais, je t'ai bien travaillé ce boulot. Hein. Je m'appelle Émilie Brisawan. J'ai fait mes vacances à Paris. Je rentre. Je suis triste, je veux ma mère. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu maman. Et je l'ai pas reconnue à l'aéroport. Elle était habillée tout en noir et en cuir comme une punk. Maintenant, elle porte des lunettes noires tout le temps, même le soir. Parfois, elle insulte les gens dans la rue pour rien du tout. Et sur sa carte orange du métro, elle fait un doigt d'honneur. On a fait la connaissance de son nouveau copain Frédéric. Il nous a emmenés à la Tour Eiffel, au musée Grévin, et le soir, il nous faisait des spectacles de Mylène Farmer. Maman s'est disputée très fort avec Frédéric. Elle est partie, mais elle n'est pas revenue. Frédéric nous a ramenés chez mamie pour qu'on finisse les vacances chez elle. Et je finis par ce film-là parce que c'est un documentaire. Donc en fait, tout ça c'est vrai. Tout ça c'est la réalité. Tout ça c'est le réel, monsieur. Voilà, en connexion directe avec le réel lorsqu'on regarde des documentaires. En connexion directe. Voilà, ça infuse direct dans le cerveau. Magnifique. Et pourtant, même si c'est un documentaire, on n'a pas à se dire, oui, il faut punir, il faut tuer, il faut assassiner, il faut faire des trucs comme ça, il faut mettre dans des univers carcéraux. Parce que autant c'est facile de se dire dans l'anatomie d'une chute qu'il y a un personnage de fiction, autant c'est facile dans Miséricorde, autant c'est facile dans Juré numéro 2 de se dire, bon, ce personnage, il n'existe pas vraiment, donc oui, on peut vouloir qu'il s'en sorte. Mais là, dans le documentaire, on voit bien que, finalement, la personne qui a été un peu bourreau était victime aussi, elle également. Et il n'y a pas une volonté, comme ça, de punir, il y a une volonté de réparer. Alors, vous allez me dire que réparer un meurtre, c'est compliqué. Mais à un moment donné, ce qui a été fait, est fait. Et je trouve que le cinéma est intéressant pour ça, parce qu'en fait, quand tu regardes Anatomie d'une chute, Geoffroy de la Gannerie, ok, il a cette analyse-là parce qu'il avait envie de l'avoir, mais c'est pas une analyse que forcément tout le monde va avoir en sortant du film. Le film a été très vu, mais tout le monde va pas se dire, ah oui, il faut abolir la prison, c'est vraiment le système du couple isolé dans ce chalet à ce moment-là qui produit ce genre d'événement. Tout le monde va pas avoir cette réflexion-là, mais ça permet quand même aux spectateurs de se mettre un peu à la place d'une personne, de voir un peu la vie de quelqu'un d'autre, même si bien sûr c'est de la fiction, de se reconnaître ou non, et je pense qu'il faut s'en servir pour que les gens aient des avis plus nuancés sur les choses. Qu'on arrête de dire t'as fait ça, il faut te mettre en prison, t'as fait ça, il faut te tuer, ça t'as fait ça, c'est peine de mort, voilà, comme s'il y avait des peines, voilà, t'as fait ça, directement, voilà, il faut te tuer. Donc je ne sais pas si toutes ces études qui disent que si jamais on lit de la fiction nous rendent vraiment plus intelligents, je sais pas si elles sont vraies, mais moi j'y crois, voilà, je crois vraiment qu'on a un point de vue beaucoup plus nuancé sur les choses lorsque ces situations, on les a déjà vues, on les a déjà connues, même si c'est dans la fiction. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, on peut pas être confronté à toutes les situations, voilà, qui peuvent arriver. On peut pas avoir un ami qui tue son enfant, on peut pas avoir sa meilleure amie qui se fait maltraiter, on peut pas tout avoir. C'est pas possible. Et heureusement, voilà. Dieu est bon, il nous envoie à chacun seulement ce qu'on peut supporter. C'est pour ça que les riches doivent être très faibles, parce que vu qu'ils sont dans un milieu favorisé, en fait, voilà, ils ont très peu à supporter. Dieu est magnanime. Alors que les pauvres, ils ont beaucoup plus d'endurance, voilà, ils peuvent supporter beaucoup plus. Donc je me dis que, en fait, passer par de la fiction, ça peut permettre quand même de mettre les gens en relation avec des situations, de réfléchir sur des situations, d'éprouver de l'empathie sur des situations, qui, de prime abord, ils seraient là, juste, c'est horrible, il faut tuer. Un réflexe comme ça, purement primaire, purement débile, voilà, il faut tuer. Un micro-trottoir de Vincent Lapierre, quoi.
Parce qu'en fait, même les gens les plus à droite, les plus racistes et tout, etc., bah, dans leur travail, ils ont sans doute une personne qui est arabe, une personne qui est noire, une personne qui est indienne, j'en sais rien. Et en fait, bah, ils l'aiment bien. Ils font, ouais, elle est sympa. Non, mais en fait, tous les arabes, mais pas toi, tu vois, toi, t'es sympa. Parce qu'en fait, bah, tout simplement, ils connaissent cette personne. Bah, ils savent qu'en fait, elle est plus ou moins normale, quoi. Plus ou moins. Qu'est-ce que la normalité? Parce qu'en fait, regarde, le truc c'est que tu peux te dire, voilà, non, les OQTF, faut les exécuter. L'OQTF, hein, pas la personne qui est sous OQTF, hein, voilà. Et en fait, parce que tu dis, oui, c'est tous des délinquants sexuels prédateurs qui vont poignarder des gens dans la rue, etc. Et puis voilà, il faut protéger les Français et tout. Et en fait, bah, je sais pas pour vous, mais moi, il se trouve que les OQTF, bah, j'en connais, voilà, je connais des gens qui ont été sous OQTF et qui sont très bien. Pour la bonne et simple raison que j'habite en Guyane et qu'il y a beaucoup d'immigration illégale. Et lorsque les personnes se font attraper par la PAF, pas forcément faisant des trucs de fou, hein, parfois c'est juste des gens qui se rendent à l'école. Voilà, il y a la PAF qui passe, et bien, elle en chope 2-3, et dit bon bah voilà, hop, il les arrête. Et puis après, il y a une OQTF, ils sont obligés de quitter le territoire français. Et donc forcément, toi t'es en métropole, t'es pas confronté à cette réalité-là. Tu te dis ouais, une OQTF, hop, on l'exécute et tout, etc. Comme ça on réfléchit pas, hop, on fait tout et tout. Bon, tu dis ok, bon bah très bien. C'est intéressant, formidable. Mais si jamais t'es confronté à ces gens-là et que tu vois que c'est des gens tout à fait normaux, tu dis bah en fait, c'est abusé en fait. La personne est en train de faire de tort à absolument personne. Elle mène sa petite vie tranquille, elle emmerde personne, elle se fait toute petite et tout, elle veut juste faire son chemin et tout. Et puis tu dis non, hop, dégage. Donc il y en a qui me font ouais, t'as changé et tout, t'as évolué. Bah oui, en fait, forcément, t'évolues. Quand tu fréquentes les gens, que tu les connais, que du jour au lendemain, des gens que t'apprécies peuvent être juste... C'est intéressant, non, de faire évoluer sa pensée avec le réel. Ah, voilà, le réel, le beau. Qu'en penses-tu? Du coup, si jamais vous ne fréquentez pas de migrants dans la vraie vie, regardez des films sur les migrants véganes transgenres. Ah voilà, c'est pour votre bien. Ah voilà, c'est pour votre bien qu'on fait ça. Pour que vous soyez moins bêtes.